Bienvenue à tous les deux, donc sur le canapé rouge de Strat. Alors, Jean-Paul, plus sérieusement, parlons un peu d'Executive Education. Donc, ça part du concept finalement, ou de l'état des lieux que le design intéresse tout le monde, toutes les entreprises, et qui se demandent comment intégrer ça dans leur propre management. Alors, que propose Executive Education concrètement ? Alors, Executive Education, il propose tout simplement de prendre en charge des formations qui vont permettre aux managers des entreprises de comprendre comment intégrer cette démarche design et surtout d'en intégrer les fondamentaux et surtout les fondamentaux de la méthode. C'est-à-dire comment je vais faire travailler mes process en y intégrant cette dimension design. Parce qu'aujourd'hui, comment tu t'expliques que ce concept de design intéresse tout le monde ? C'est quoi ? C'est une tendance, c'est une mode ou c'est une prise de conscience vraiment qu'il y a d'autres façons de penser et de manager finalement ? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période où l'humain compte beaucoup et il s'avère que l'approche design est essentiellement centrée sur l'humain. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est au bout d'un certain nombre de systèmes de management, d'organisation, de méthodologie, d'innovation, et que le design apporte ces réponses-là parce qu'il prend en compte les usages. Et ça s'adresse à n'importe quel type de business, j'allais te dire. C'est-à-dire qu'on soit dans le transport, qu'on soit dans la recherche, qu'on soit dans Executive Education, ça peut concerner tout le monde. Oui, tout à fait, parce qu'au fond, notre société, on a tendance à oublier quand on revendique un produit, un service ou même une organisation d'usine, on a tendance à oublier que ce sont des hommes qui les font fonctionner. Et donc, à partir du moment où il faut résoudre des problèmes, où les hommes sont concernés, le design a sa place. Alors concrètement, tu organises des formations, tu dis que c'est des formations finalement. Comment ça se passe ? C'est les entreprises qui vous contactent, tu adaptes une formation à l'entreprise ou à un groupement d'entreprises ? Voilà, alors au fond, on a un module de base qui consiste à véhiculer chez eux, à leur faire comprendre les différentes phases de la méthodologie que pratique le designer. Et on adapte évidemment à chaque entreprise parce que nous, on passe par la mise en pratique. Donc chaque entreprise a des problématiques différentes, a des sujets différents, des produits différents. Et donc l'essentiel, c'est de pratiquer, mais sur la base de leur cas. Avec leur cas. Ce qui fait que quand ils sortent... Ils viennent avec leur cas et tu leur mets à disposition une méthode en fait, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pratique. Alors suivant les formules, ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, mais suivant la formule, on les accompagne ou alors on les fait monter sur le vélo, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils pratiquent et on leur prouve que cette approche-là est tout à fait pertinente pour leur propre usage. Et quelle est leur réaction à l'issue de ces formations ? Disons que le phénomène le plus amusant, c'est que comme on travaille sur des murs d'expression, c'est-à-dire on ne travaille pas sur le paperboard qui est très court, on étale tout sur les murs, on fait une sorte d'itération créative et souvent, comme ils travaillent sur leur cas, ils partent avec les crafts. Quoi. Ils partent avec les murs. Ils partent avec les murs et les solutions qui est écrites. Exactement. Oui, les photographies maintenant sur leur iPhone, c'est plus pratique. Sûr, ouais. Mais en général, ils partent avec de la matière. Quoi. Et tu as combien de personnes dans une formation, grosso modo ? Nous, on considère qu'il faut 10 personnes pour un intervenant. D'accord. Alors cet intervenant, c'est un facilitateur, un formateur, mais avant tout un designer. D'accord. Et cette approche du design dans les entreprises, au niveau un peu plus global, elle peut avoir quoi comme effet ? Ça va faciliter, ça va ouvrir les esprits. C'est quoi l'objectif ? Trouver des solutions concrètes ? Trouver des solutions concrètes, mais surtout trouver des solutions systémiques et surtout, quelque part, trouver des réponses qui vont anticiper largement les effets pervers d'une réponse. D'accord. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui va parler à beaucoup plus de monde, c'est qu'il y a une étude aux États-Unis qui comparait sur 10 ans l'investissement fait sur le design par certaines entreprises comparé à celles qui ne l'ont pas fait. Et il y avait un gap de 208% de différence pour celles qui avaient bénéficié de l'approche design dans leur entreprise. Donc c'est parlant, et c'est américain. Donc les Américains, ils aiment bien ce qui est business. C'est carré. Voilà, c'est exactement. Carré. Et on a beaucoup de difficultés, sinon, à prouver ce que le design apporte. Mais ça, c'est une preuve. Et l'avenir c'est quoi l'avenir d'Executive aujourd'hui ? C'est d'avoir de plus en plus de formations Exécutif, c'est surtout pouvoir... D'abord, on n'a pas de catalogue, donc on fonctionne sur des thématiques. En fait, il y en a 3 grandes thématiques. Il y a la thématique qui consiste à être le processus créatif, parce qu'il est à la base de ça. La posture créative, comment on se met en posture de trouver des idées et surtout d'avancer dans l'innovation. Il y a le management par la méthode, c'est-à-dire manager les gens et les projets. En utilisant les méthodes de design. Et puis évidemment, il y a la méthodologie propre du design, qu'on appelle vulgairement design thinking, mais qui n'est qu'une théorie. Nous,
nous on la met en pratique. Et donc c'est ces 3 thèmes-là qui permettent d'articuler des formations suivant les demandes et suivant les durées surtout. Oui, c'est ça, parce que tu disais ça peut s'étaler sur quelques jours à une semaine, quoi. Voilà, parce qu'une journée c'est une sensibilisation, on ne peut pas dire que les gens savent, alors que 3 jours on peut déjà s'approprier des choses. Et donc considérer que quand ils rentrent dans l'entreprise, ils peuvent s'en servir un peu plus. Et ça, c'est vraiment une façon pour Strat de rayonner encore plus, parce qu'on parlait du rayonnement international tout à l'heure avec les directeurs des différents campus. Mais là, avec toi, on rayonne vers les entreprises, en fait, directement dans les entreprises, dans les top management d'entreprises. Tout à fait. En tout cas, c'est l'objet, parce qu'on considère que pour que le design imprègne une entreprise, il ne faut pas commencer par... Enfin, il faut faire la base aussi, mais il faut aussi que les top management y croient et envie de... Et le pratiquent et l'intègrent dans leur stratégie. Et ça va? Ils y arrivent? On a un exemple comme Accenture qui a, au niveau mondial, obligé ses consultants, en tout cas, à demander d'introduire le design dans sa méthodologie de consulting. Et alors, le design, c'est un mot aujourd'hui qui est, on va dire, à la mode. Oui. Tout le monde l'utilise un petit peu n'importe comment parfois. Est-ce que tu leur donnes aussi les clés de ce qu'il y a dans ce mot, comme on l'apprend à Strat? Essentiellement. Parce que justement, on lutte... bec et ongle. Bec et ongle, oui, j'ai cherché mes mots. On lutte justement pour que ce mot design, cette posture design, soit bien considérée. Parce que le design, forme moderne et beau, c'est pas ça. C'est donc bien de s'approprier et de montrer qu'on est légitime sur cette formation-là, dans la mesure où on forme des designers sur ces bases-là. Et on veut surtout combattre cette mode du design thinking qui donne l'impression que c'est la panacée. C'est pas la panacée, c'est simplement une théorie, mais si on la met pas en pratique, ça sert à rien. Oui, il faut être formé, il faut comprendre. Voilà. Et il faut 5 ans, je rappelle, à Strat pour le maîtriser. Il faut rappeler quand même que le design thinking est né c'est les designers qui ont instauré cette théorie pour expliquer comment ils travaillaient. Donc la boucle est bouclée avec Strat. D'accord, mais tu sais, merci beaucoup Jean-Paul, je pense que c'est vraiment très intéressant de voir un peu les extensions de Strat à différents domaines. On a eu Design Height tout de suite, là on parle maintenant d'exécutive. Alors je te propose qu'on reçoive un étudiant, parce que tu sais que c'est un peu notre fil rouge de la journée, puisque c'est les diplômes, t'es d'accord? Voilà. Tout à fait. Donc écoute, je les ai suivis pendant un certain nombre d'années. Oui, je sais que tu es là depuis très longtemps à l'école, tu les as formés toi aussi. Donc voilà, bienvenue. Bonjour. En plus, c'est un beau projet. Ah oui. Je crois qu'il y a eu des félicitations sur ce projet-là. Ah, peut-être, je sais pas, on va en parler justement. Tu as un micro. Voilà, donc il faut te faire une petite place parce qu'il y a la mascotte de Strat, tu vois, qui a pris ses aises, forcément. Alors, dis-moi bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler surtout de ton projet? D'accord. Alors, moi, je m'appelle Mitya Bink. Je suis j'ai fait ma 5e année, mes 5 ans ici à Strat. D'accord. Dans la majeure design produit. D'accord. Et j'ai écrit mon mémoire sur la solidarité après avoir fait un voyage d'études en Amérique du Sud avec 2 autres étudiants à la découverte d'initiatives sociales et solidaires. Et je me suis intéressé à cet équilibre qui est entre autonomie et solidarité et qui, à l'échelle internationale, s'exprime à travers la frontière. Et je me suis posé la question de comment je peux faire de la frontière un lieu de passage des solidarités et de m'intéresser en fait à toute cette crise des réfugiés, ce qu'on appelle la crise de la migration, mais que moi finalement j'ai voulu aborder plutôt sous l'angle de la crise de la frontière et non pas de la migration et de la crise de notre solidarité. Parce qu'en Europe, on mène une politique de la dissuasion, une politique qui enferme des mineurs en détention. C'est une politique aussi qui sépare les familles et je ne comprends pas comment on peut avoir une réponse aussi inhumaine face à une telle crise humanitaire. Et j'ai donc décidé de me demander ce que ça ferait si en Europe on mettait en place une politique de la solidarité plutôt que de la dissuasion et comment ça pourrait se présenter. Et donc j'ai développé en projet de diplôme un service d'accueil et d'orientation pour exilés aux frontières européennes mis en place par l'Union européenne et adapté par les gouvernements nationaux. Et ce dispositif, c'est à la fois une gamme de mobilier et un espace, mais c'est aussi un accompagnement humain, à la fois par des ONG, des services publics, de l'Office de l'immigration, et qui ont pour objectif de donner tous les outils en main à ces personnes pour entrer sur le territoire et aussi pouvoir au mieux trouver les acteurs qui vont ensuite les accompagner dans leur démarche à travers la complexité administrative qu'est la demande d'asile en fait. Qui est une frontière en soi. Exactement, qui est une frontière en soi. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai abordé, puisque j'ai parlé de la traversée d'une frontière nationale. C'est à la fois traverser une frontière déjà de sécurité, politique, avec le contrôle des passeports, puis douanière. Mais en réalité, un exilé qui a traversé ces frontières se retrouve confronté à 3 nouvelles frontières.
dont la frontière sociale, avec l'intégration, la frontière culturelle, la barrière de la langue, et enfin cette frontière administrative. Et j'ai composé mon service donc, sur ces 3 étapes, et le passage effectif en fait, de ces 3 frontières-là, symboliquement déjà, mais aussi avec la possibilité d'obtenir des informations qui vont nous aider à mieux traverser ces frontières et essayer de s'intégrer au mieux ensuite dans ce nouveau pays d'accueil. Eh ben, donc bravo, en tout cas, le sujet est ambitieux. Alors, quelle a été la réaction de ton jury ? Alors ça a été bien accueilli, le projet. J'ai eu les félicitations aussi pour mon projet. Bravo. Et je pense que en fait, ça soulève des questions qui sont extrêmement à la fois politiques. Et je pense que c'est aussi une bonne chose que le design s'intéresse à la politique. Et c'est ce que j'ai voulu aussi faire à travers mon projet, c'est explorer des nouveaux domaines un peu, parce que la frontière, ça n'a pas été vraiment touché par le design jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est important que le design vienne mettre de l'humain dans ce genre de sujet. Et d'autre part, c'est aussi, je pense, ce qui a été bien accueilli, c'est cette approche de la complexité justement de ces systèmes. Parce que le design, je pense, a quelque chose à faire. Tu n'as pas nié finalement la complexité de l'enjeu. Absolument. Parce que tu parles de plein de frontières qui sont réelles et qui sont, si on ne les traite pas, on ne résoudra jamais le problème finalement. Complètement, ouais. C'est déjà bien posé le problème, quoi. C'est ça. Et je ne pouvais pas, en tant qu'étudiant, non plus transformer tout ce système qui est colossal et qui représente une complexité énorme. Mais ce que je pense que le designer a comme rôle, c'est justement guider à travers cette complexité-là. Et c'est essayer de donner les outils nécessaires pour la lecture de cette administration qui est très complexe. Alors, concrètement, ton projet, tu as présenté quoi alors, une fois qu'on a bien compris le sujet? Alors j'ai présenté un service tout d'abord, donc un scénario en fait d'accompagnement de ces personnes dans le traversée de ces frontières, aussi une phase d'individualisation où on vient personnaliser en fonction des besoins des réfugiés les acteurs qu'on vient sélectionner pour l'accompagner par la suite. Et j'ai présenté plus du côté produit, parce que c'est ma majeure, une gamme de mobilier du coup, avec un agencement d'espaces particuliers, et enfin un livret d'accompagnement que j'ai appelé Et le mobilier, excuse-moi de te couper, mais le mobilier, c'est le mobilier qu'ils reçoivent en arrivant à la frontière, c'est ça. C'est le mobilier adapté en fait à leur démarche finalement. Complètement, ce mobilier il est installé dans les entrées légales sur le territoire, ports, aéroports, les gares, etc. Donc en intérieur. Et c'est le support en fait de mon service. Donc j'ai besoin de ce mobilier aussi pour que mon service puisse fonctionner. Et donc comme je disais, j'avais un livret d'accompagnement aussi qui permettait de, par la suite, trier tous ces documents de demande d'asile. Et je l'ai appelé le passeport de l'intégration parce que c'est justement ça, ce guide à travers ce labyrinthe administratif. D'accord. Alors Jean-Paul, ta réaction par rapport à ce beau projet? Ce projet, il est caractéristique finalement de ce que le design peut apporter ou ce que un designer peut approcher et traiter. Et c'est surtout dans le cas de son sujet, on voit bien d'ailleurs que le mode design, c'est d'associer les contraires. En fait, on travaille toujours sur des problématiques qui lient des paradoxes. Comment on peut faire ça malgré ça? Alors qu'aujourd'hui, on est dans des solutions unilatérales où on dit on interdit, on empêche. Et en plus, on préempte pas les problèmes avant. On sait qu'ils vont arriver, mais on les traite pas. On attend qu'ils arrivent pour les traiter. Alors que quand on regarde les solutions qui sont apportées, en particulier là, on voit bien qu'il y a une réflexion en disant on sait que géopolitiquement, il y a des mouvements de population. Alors on parle aujourd'hui des guerres, mais il y a aussi le climatique. Donc c'est assez aberrant à notre époque qu'on puisse considérer que les gouvernements n'anticipent pas ça et ne se préparent pas et ne font pas le nécessaire pour faire en sorte que l'accueil se fasse correctement. Et son action c'est typiquement le genre de réponse qu'un designer démontre. Et c'est ça le designer, c'est qu'il ne s'inscrit pas dans la polémique, il ne s'inscrit pas dans le débat inutile, mais il essaie de construire. Mais pour autant, il prend en compte les oppositions et les choses qui ne peut pas changer. Et il n'est pas là pour changer forcément une administration, mais il est là pour dire malgré qu'on a ça, voilà comment on peut faire. Et c'est en ça que propose des solutions et facilite. Il propose des solutions, et il propose des solutions qui sont cohérentes et systémiques. Et qu'on peut mettre en application. Et voilà. Parce que là c'est le cas de votre diplôme, c'est-à-dire que c'est concret, il y a des mobiliers, il y a un livret, il y a une méthode. Voilà. Absolument. Bravo en tout cas. Merci. Bravo pour votre projet, bravo pour les félicitations. Alors c'est quoi l'étape suivante? Racontez-nous maintenant, vous avez un stage Oui, alors là je pars en stage fin du mois chez Designit à New York, stage de design service et stratégie. Donc Designit c'est une entreprise, c'est une grande agence qui existe dans 19 pays et ils ont une approche qui est très stratégique du design et aussi très humaine et c'est ça qui m'a plu chez eux. Donc c'est traiter des systèmes dans leur ensemble et à la fois donc avec beaucoup d'humains. Donc c'est super, c'est un beau décollage vers de nouveaux horizons. Vous parlez anglais couramment, je suppose. En tout cas, vous êtes à l'aise parce que je pourrais aller là-bas. Écoutez, bravo, en tout cas, c'est vraiment sympa. Et votre ambition dans le futur, c'est quoi?
j'aimerais me diriger de plus en plus vers des approches stratégiques justement. Donc je pense que Design It c'est une bonne porte d'entrée en tout cas dans ce domaine-là, et éventuellement politique aussi, c'est un domaine qui m'intéresse parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait qui doivent changer et que je pense aussi que le design peut vraiment contribuer à cela. Donc à voir si peut-être mon projet peut évoluer et peut-être être proposé à l'Union européenne. Projet, je sais pas, vous aussi, ouais. parce que c'est aussi quand même quelque chose qui est, je tiens vraiment à le souligner parce qu'on est à la fin de notre après-midi en direct, c'est quand même la liaison très concrète entre vos projets de diplôme et des vrais projets qui après deviennent des vrais projets, en tout cas ont le potentiel pour devenir des vrais projets, quoi. Ouais. Ça montre bien la connexion entre Strat école et le monde professionnel juste après, quoi. En tout cas, bravo. On vous souhaite vraiment de continuer dans cette voie. Merci. C'était vraiment très, très sympa de vous rencontrer, de vous avoir avec nous. Bon, Jean-Paul, qu'est-ce que tu en penses, hein? C'est un bel exemple du succès de Strat. Tout à fait. Et en même temps, pour poursuivre ce que vous disiez, c'est 120 projets. 135 modelage 3D oui, et design. Exactement. Voilà. Donc 135 projets qui sortent chaque année. Enfin, en tout cas, donc ça veut dire un potentiel énorme de développement, de tendance. C'est une lecture aussi de demain. Hein. Enfin, il faudrait pouvoir inviter beaucoup de politiques ici pour qu'ils voient de quoi est fait les envies de demain. C'est clair. Et le gros travail qu'on a à faire, c'est de diffuser encore plus largement ce qui est fait ici.